Merci, Monsieur le Président. Non, je revendique le titre de journaliste qui, à une certaine époque, a été un métier formidable. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais hier, lundi 8 avril, la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez, se trouvait à La Haye, devant la Cour internationale de justice. Elle était à La Haye pour présenter la vérité historique du Venezuela dans le conflit qui l'oppose au Guyana, qui est le pays voisin. Je vais essayer de vous montrer tout à l'heure avec la carte comment se situent ces deux pays. Et surtout, elle voulait également expliquer à la Cour internationale les raisons pour lesquelles le Venezuela refuse de se soumettre à cette juridiction. Quelles que soient vos opinions sur le Venezuela, vous avez sans doute remarqué que, d'une manière générale, les médias, lui, sont assez hostiles, de Libération à Valeurs Actuelles, en passant par le service public, ce qui laisse pas de grand espace pour ceux qui essaient de défendre ce pays. Et en décembre 2023, vous avez dû voir passer dans toutes les informations cette nouvelle, nous expliquant en gros que l'ogre vénézuélien s'en prenait au petit pays de Guyana, le pays voisin. Alors, il y a eu effectivement de fortes tensions entre Georgetown et Caracas. Il s'agit d'un différend territorial concernant la région de l'Essequibo, je vais vous montrer dans un instant, qui, à l'heure actuelle, est contrôlé par le Guyana, mais qui est revendiqué par le Venezuela. La République, alors je vais vous faire un petit exposé sur le historique, pas trop long. La République coopérative du Guyana est une ancienne colonie britannique. Elle a partagé le sort de ce qu'on a appelé les Indes occidentales britanniques. Ça a été découvert comme partout, j'allais dire, par Christophe Colomb en 1498. On a dans cette histoire inévitablement des autochtones au départ, des Caraïbes, les Arawaks, les Warao. Et puis en 1499, donc un an après la découverte par Christophe Colomb, les Espagnols commencent à explorer la région. Vous avez toute une période, comme dans toute la zone Caraïbe, avec des pirates français, des pirates portugais, des pirates anglais. Et les Européens commencent à s'installer dans la zone en 1616. En 1648, pour ceux d'entre vous qui sont férus d'histoire, le traité de Münster, entre les rois catholiques d'Espagne et les seigneurs des provinces unies des Pays-Bas, les Espagnols abandonnent ce territoire du Guyana à la Hollande, et donc ils abandonnent à la Hollande la zone située à l'est du fleuve Essequibo. Alors là, je vais essayer de vous faire un numéro d'artiste. J'ai demandé à monsieur l'ambassadeur de me prêter une carte. Il va falloir qu'il me faut des assistants, Jean-Luc. Alors, là, on a la République bolivarienne du Venezuela. On a à l'est. Approchez du micro. Ah oui, en plus, c'est un tour encore plus dur que ce que je pensais. Donc, le Venezuela, en gros, le territoire que vous voyez là correspond à ce qu'on appelait à l'époque espagnole la capitainerie générale du Venezuela, qui allait jusqu'au fleuve Essequibo. Et on a de l'autre côté la zone dont je parle actuellement, qui a été prise par les Hollandais, puis par les Britanniques. D'accord ? Ce dont nous allons parler, c'est maintenant la zone à l'ouest du fleuve Essequibo, qui est ici et qui est revendiquée par le Venezuela. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Excusez-moi, je vous ai oublié. On recommence ? Allez. Donc, ça c'est la carte de la République bolivarienne du Venezuela. Elle correspond à ce qu'était à l'époque espagnole, de la colonie espagnole, la capitainerie générale du Venezuela qui allait jusqu'au fleuve Essequibo qui est ici. Le Guyana, occupé par les Hollandais puis les Britanniques, se situe à l'est du fleuve Essequibo. Et la zone dont nous allons parler maintenant, elle se situe à l'ouest du fleuve Essequibo. C'est celle qui est revendiquée par le Venezuela et qui est actuellement gérée par le Guyana. Si c'est pas clair, on recommence. Ah oui, mais vous, il y a toujours qui sont pénalisés. Hein. On va mettre ça là. Merci Jean-Luc. Donc, les Espagnols abandonnent à la Hollande la zone qui est située à l'est
du fleuve Essequibo. Et puis en 1814, toujours pour les férus d'histoire, la Hollande perd les guerres napoléoniennes parce qu'elle a eu l'imprudence de s'allier à la France. Et donc le territoire tombe entre les mains des Britanniques, de Londres. Et la Guyane britannique est née, donc à l'est du fleuve Essequibo. Il se trouve que 3 ans auparavant, en juillet 1811, Francisco de Miranda, qui a été évoqué tout à l'heure, et Bolivar ont arraché l'indépendance du Venezuela à l'Espagne. 3 ans auparavant. Et toutes les cartes de l'époque en attestent. Les frontières de la capitainerie générale du Venezuela vont jusqu'à l'Essequibo que vous avez peut-être vu tout à l'heure. Alors, il y a un problème, c'est qu'en 1814, ni les Hollandais, ni les Anglais n'ont précisé exactement où est la frontière de ce qui est la Guyane britannique. Et il se trouve qu'au Venezuela, les luttes d'indépendance se poursuivent, la situation est assez chaotique, et les Anglais en profitent pour franchir subrepticement l'Essequibo et commencer à grignoter le territoire vénézuélien. De sorte qu'en 1822, il y a une première protestation de Bolivar auprès du Foreign Office, je ne sais pas si ça s'appelait le Foreign Office à l'époque, manifestement sans résultat. En 1834, les Anglais ils engagent un naturaliste d'origine allemande qui s'appelle Robert Schomburg, qui explore la zone, qui révèle qu'il y a des richesses minérales très importantes. On retombe. Alors, ce n'était pas à l'époque les terres rares, ni le pétrole, c'était surtout l'or. Et donc, il révèle à Londres l'existence de ces richesses, et Londres le mandate pour fixer une ligne de démarcation en lui précisant c'est pas la peine de tenir compte des limites qui avaient été plus ou moins définies en 1814. Et donc, Schomburg va, 1 an plus tard, tracer arbitrairement une ligne qui déjà retire 4920 km² au Venezuela. Bon, c'est pas énorme, 4920 km². Et puis, les Britanniques continuent à profiter des difficultés du jeune État contre les frontières, et petit à petit va s'étendre, de sorte qu'en 1897, c'est 203 310 km² qui sont arrachés au Venezuela. Plus de 210 000 km². Et là, évidemment, ça pose un problème, c'est que le Venezuela va se tourner vers les États-Unis. Les États-Unis, ça a été évoqué, je ne sais plus par qui, ont édicté en 1823 ce qu'on appelle la doctrine de Monroe. La doctrine de Monroe, en gros, au départ, c'était aux Européens le vieux continent, aux Européens, non, pardon, excusez-moi, je reprends, aux Européens le vieux continent, aux Américains le nouveau monde. C'est-à-dire, en gros, aux Européens, vous ne touchez plus au continent américain, c'est nous qui régissons ça, voilà. Et évidemment, les Américains trouvent les procédés des Britanniques un peu provocants, et donc ils vont, en 1895, la Chambre des représentants va décider qu'il y aura un arbitrage international pour résoudre la dispute entre le Venezuela et entre le Guyana britannique. Cet arbitrage, il va avoir lieu le 3 octobre 1899 à Paris. Ce sont les États-Unis qui imposent la composition du jury. Ils font ça à leur manière. Il y a 2 juges américains ou états-uniens, excusez-moi les latinos, je vais me faire engueuler. 2 juges états-uniens, 2 juges britanniques, neutres, bien sûr, et un russe, plutôt anglophone. Et les Vénézuéliens ne sont pas invités. Les Vénézuéliens, ils sont représentés par l'ex-président des États-Unis, Benjamin Harrison, et par 2 avocats, parmi lesquels il y a un avocat qui s'appelle Severo Mallet-Prévost, qui va avoir un rôle très important par la suite, vous allez le voir. Et donc, cet arbitrage, sans les Vénézuéliens, restitue au Venezuela l'embouchure de l'Orénoque qui avait été occupée par les Britanniques, mais lui arrache 159 542 km². Il se trouve que le Venezuela, à ce moment-là, il n'a plus de gouvernement. C'est la panique. J'allais dire, excusez-moi, c'est le bordel. Parce qu'il y a des dissensions au Venezuela, il y a le président Ignacio Andrade s'apprête à quitter le pays, et celui qui va le remplacer, le général Cipriano Castro, n'est pas encore arrivé à Caracas. Donc, cette histoire d'Essequibo, ça passe comme une lettre à la malposte. Je vais reprendre une expression qui ne soit pas trop anachronique.
Et en plus, par ailleurs, en 1902, donc quelques années plus tard, il va y avoir un blocus du Venezuela organisé par l'Allemagne, Angleterre, Italie pour une affaire de dette. L'affaire de l'Essequibo, ça passe au second plan. Il y a une commission ad hoc qui établit la frontière, et puis voilà. Sauf que, un demi-siècle après, le scandale, il éclate. Le scandale, il éclate parce que l'un des avocats du Venezuela, Malé Prévost, a rédigé un mémorandum qu'il a demandé à ne révéler qu'après sa mort. Il se trouve qu'il meurt, on est 50 ans après, et donc le mémorandum est ouvert, et il révèle que le jugement de Paris a été une mascarade. C'est-à-dire que le président de la commission, le russe, a été acheté par les Britanniques, qu'il y a eu un accord entre un arrangement, une solidarité anglo-saxonne entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, et qu'en réalité, le Venezuela a été spolié. Et évidemment, ça relance au Venezuela la contestation, et le Venezuela va porter l'affaire devant l'ONU. Et en 1962, il porte devant l'ONU en 1962, et ça va se résoudre à Genève en février 1966, entre le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, de la Grande-Bretagne, et le Premier ministre du Guyana britannique, Forbes Burnham, qui, à l'époque, jouit d'une autonomie limitée. C'est toujours le Guyana britannique. Et donc va être signé en février 1966 ce qu'on appelle les accords de Genève. Et là, je vous invite à être très attentif. Ces accords prend en note des réclamations de Caracas qui considèrent la sentence arbitrale de 1899 nulle et non avenue. C'est signé. C'est signé par le Venezuela, c'est signé par les Britanniques, c'est signé par le Premier ministre à l'époque du Guyana britannique. Cet accord de Genève, il prévoit la mise en place d'une commission mixte pour régler le différend amicalement et de manière acceptable pour les parties dans un délai de 4 ans. Et il y a dans cet accord un article 4 qui dit, en cas d'échec des négociations bilatérales, les signataires, pas un signataire, les signataires devront choisir l'un des moyens de règlement pacifique prévu à l'article 33 de la Charte des Nations Unies. Et là encore, s'il y a une absence de résultat, ils s'en remettront au secrétaire général de l'ONU. Et quelques mois plus tard, le 26 mai 1966, l'accord il est validé par le Guyana qui est devenu indépendant. C'est-à-dire que l'accord de Genève il est signé par le Venezuela, la Grande-Bretagne et le Guyana indépendant. C'est donc la référence en la matière. Après cet accord, il y a des hauts et des bas entre le Venezuela et le Guyana. Évidemment, ce n'est pas si simple que ça. La commission mixte a résolu le problème en 4 ans. Il y a un soulèvement des populations indigènes de cette zone contestée qui demandent leur rattachement au Venezuela. Tout ça est un peu compliqué. Et malgré les tensions, les deux gouvernements en 1970, ils s'accordent pour un moratoire de 12 ans et on gèle les réclamations des deux côtés. On essaie de calmer le jeu. Et au moment du dégel en 1982, Caracas refuse de reconduire le moratoire et propose une reprise des négociations directes. Et c'est à ce moment-là, en 1982, que pour la première fois, le Guyana évoque la Cour internationale de justice. On va très vite. En 1987, d'un commun accord, on entérine la méthode des bons offices. Donc vous voyez, en gros, il y a des va-et-vient en suivant de la période. Et puis, il y a une période où tout ça va se calmer, c'est l'arrivée de Chavez, en 1999. Chavez, il arrive avec un objectif, l'intégration régionale, et avec, on va dire, des instruments qui sont la paix, la souveraineté et le respect du droit international. Et dans son désir d'intégration, Chavez, il apaise le conflit. Non seulement il apaise le conflit, mais en février 2004, qui est une date historique, un président de la République bolivarienne du Venezuela va à Georgetown rencontrer les Guyaniens. C'est-à-dire, c'est une période d'amitié. Et non seulement ça, mais en 2005, Chavez, il intègre le Guyana dans ce qu'on appelle l'accord Petro-Caribe,
L'accord Petro-Caraïbes, c'est un accord qui permet, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais à une bonne vingtaine, peut-être sans doute plus, pays de la région, la Caraïbe, l'Amérique centrale, d'acheter du pétrole vénézuélien à un prix très inférieur au cours du marché et avec des délais de paiement exceptionnels. Et ça, c'est signé en 2005, et c'est ce qui va sauver les pays de la région au moment de la grande crise économique de 2008. En 2008, sans l'accord Petro-Caraïbes, et tous ces petits pays de la Caraïbe, la Dominique, la Jamaïque, etc., étaient asphyxiés, étaient morts. Hein. Le Venezuela a sauvé la région avec l'accord Petro-Caraïbes. Et puis, en 2010, Chavez il tombe d'accord avec le président guyanien pour relancer la mission des bons offices. Et évidemment, et donc tout va bien. Tout va bien. Et la question qui se pose, c'est qui le premier a trahi Alors, vous allez dire que je suis partisan, mais non. Je vais dire, en septembre 2011, sans en aviser Caracas, le Guyana présente à la Commission des limites du plateau continental de l'ONU une demande d'extension de son domaine maritime. Il se trouve que dans la Convention de l'ONU, il est interdit une démarcation entre des pays qui opposent excusez-moi, je reprends. La Convention de l'ONU interdit toute démarcation entre des pays qui opposent des conflits territoriaux. C'est-à-dire que le Guyana, en fait, la rentre dans une logique qui n'est pas une logique amicale et qui est une logique hostile. Ça s'arrange un peu parce que Chavez mandate pour régler tout ça son ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle Nicolás Maduro. Nicolás Maduro participe pendant des années à la politique de Chavez. Et puis, bon, vous le savez, Hugo Chavez décède et Maduro devient président. Et déjà, dès le départ, Maduro, président, visite Georgetown au tout début de sa présidence. On arrive à 2015. 2015, c'est une année charnière. D'abord, au Guyana est élu un président qui s'appelle David Granger, qui est l'ex-commandant en chef de l'armée du Guyana, qui a passé dans sa formation par les académies militaires aux États-Unis. Donc pour ceux d'entre vous qui connaissent l'Amérique latine, vous voyez en gros ce que ça veut dire, qui est très hostile à l'égard du Venezuela. 2015, c'est aussi l'année où Barack Obama signe le fameux décret qui fait du Venezuela une menace extraordinaire pour la sécurité des États-Unis. C'est très intéressant d'ailleurs tout à l'heure dans l'intervention de M. Dumont sur l'immigration, il nous a montré une carte, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui démarre en 2015 avec je crois 150 000 migrants vénézuéliens pour arriver à l'autre époque avec 7 millions. Ça correspond à la période des sanctions des États-Unis. C'est-à-dire, là c'est l'hypothèse que moi je vous livre, c'est pas le régime de Maduro qui chasse les Vénézuéliens, ce sont les sanctions des États-Unis qui provoquent la migration massive des Vénézuéliens. Donc décret Obama, et 9 jours après l'élection de David Granger, ExxonMobil, multinationale états-unienne, annonce qu'elle a découvert 1,4 milliard de barils de pétrole dans la zone contestée. C'est-à-dire que le Guyana, alors que la zone est contestée, a déjà commencé à entreprendre son exploitation avec une multinationale américaniste. Il se trouve, entre parenthèses, que ExxonMobil a un vieux contentieux avec le Venezuela, puisque lorsque le président Chavez a nationalisé l'industrie pétrolière au Venezuela, c'est non pas qu'il n'a pas chassé les compagnies pétrolières, il a établi des accords mixtes. ExxonMobil a refusé. ExxonMobil a quitté le Venezuela, devant les tribunaux internationaux, a intenté un procès au Venezuela et n'a pas obtenu la somme qu'elle voulait obtenir. Donc ExxonMobil est très en colère après le Venezuela. Et il se trouve que le président d'ExxonMobil, qui s'appelle Rex Tillerson, va devenir secrétaire d'État de Donald Trump. Donc voilà, vous avez les connexions entre multinationales, gouvernement des États-Unis. Et donc 2017, Tillerson devient secrétaire d'État de Donald Trump, et le Guyana fait savoir que les bons offices de l'ONU ne l'intéressent plus et veut une résolution judiciaire devant la Cour internationale de justice. Et à ce moment-là, le nouvel ambassadeur des États-Unis au Guyana, qui s'appelle Perry Holloway, déclare que le Venezuela et le Guyana doivent résoudre leurs disputes en respectant la sentence arbitrale édictée en 1899 à Paris.
C'est-à-dire que l'accord de Genève, on l'oublie. 2017, Trump toujours, la mise en place de ce qu'on a appelé le groupe de Lima. Le groupe de Lima, c'est l'ensemble des pays conservateurs d'Amérique latine qui assistent les États-Unis dans la déstabilisation du Venezuela. Alors on a des gens particulièrement sympathiques dans ce groupe de Lima. Il y a le président d'extrême droite Ivan Duque en Colombie, il va y avoir le président Jair Bolsonaro au Brésil, dont vous avez tous entendu parler. Et le Guyana va rejoindre ce groupe de Lima. C'est-à-dire le Guyana rentre en guerre, dans cette guerre asymétrique qui a été décrite tout à l'heure, contre le Venezuela. Et on l'a appris depuis, par la bouche de l'ex-ministre des Ressources naturelles du Guyana, que ExxonMobil a fait cadeau de 18 millions de dollars au gouvernement du Guyana pour financer une armée de lobbyistes et d'avocats chargés d'exercer une forte pression sur l'ONU. Et je ne sais pas, je ne peux pas vous garantir qu'il y a un lien de cause à effet, mais en janvier 2018, Ban Ki-moon, qui est alors secrétaire général de l'ONU, prend la décision unilatérale de renvoyer l'affaire devant la Cour internationale de justice. Le Guyana dépose son mémoire pour que, j'ouvre les guillemets, la validité juridique et l'effet contraignant de la sentence arbitrale de 1899 soient respectés. Là encore, on oublie l'accord de Genève de 1966 qu'ils ont tous signé. Enfin, que tous ces États ont signé. Je précise que l'article 38.5 du règlement de la Cour internationale de justice lui interdit d'entamer une procédure sans le consentement préalable de toutes les parties. C'est-à-dire que la CIJ, elle accepte la demande du Guyana, alors que son règlement, en réalité, ne lui permet pas, puisque le Venezuela n'est pas d'accord. Alors, vous allez me dire, bon, c'est pas bien. Pourquoi est-ce que le Venezuela refuse de comparaître devant la Cour internationale de justice? Mais il n'est pas tout seul, le Venezuela. Vous avez 118 pays qui ne reconnaissent pas, c'est-à-dire 60% de la communauté internationale, qui ne reconnaissent pas la compétence de façon automatique de la Cour internationale de justice. Bon. Et si vous prenez le cas du Venezuela, sa position, elle est ancrée dans l'histoire, et en particulier, elle est ancrée dans la spoliation dont il a été victime en 1899. C'est-à-dire que le Venezuela ne veut pas faire dépendre de tiers, de cours ou d'arbitres les affaires relatives à l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale, considérées comme des intérêts vitaux. C'est-à-dire qu'en fait, la décision du Venezuela de refuser la juridiction de la Cour internationale de justice est la conséquence directe de la sentence arbitrale de 1899. C'est-à-dire où on a laissé des tiers, finalement, résoudre le problème à la place du Venezuela. Alors, je vais aller très très vite pour terminer. Depuis, ExxonMobil et ses partenaires exploitent la zone contestée. Le Guyana a autorisé 8 compagnies pétrolières à explorer la zone. Et puis vous avez l'affaire Guaido qui a été évoquée, c'est-à-dire le président autoproclamé, reconnu, alors non pas par la communauté internationale, entre parenthèses. Je vais vous dire, la communauté internationale, à l'ONU, c'est 184 pays, je crois. Ou 193. Bon. Ont reconnu Juan Guaido, les États-Unis, les pays de l'Union européenne et un certain nombre de pays de l'Amérique latine, le groupe de Lima. Mais ça, c'est pas la communauté internationale. L'Asie, l'Afrique, le Proche-Orient n'ont pas reconnu Guaido. Guaido, c'est une fabrication, en fait, de l'axe euro-atlantique, si je vais très très vite sous les ordres de Donald Trump. Et Guaido, il échoue. Hein. Fin 2022, Guaido, c'est terminé. Et donc, le différend avec le Guyana devient un élément clé dans la mise au banc de la République bolivarienne du Venezuela. C'est une nouvelle pièce à mettre au dossier contre le Venezuela. Et le Venezuela, évidemment, va réagir, la République bolivarienne va réagir, en particulier le président Maduro va organiser un référendum qui a eu lieu le 3 décembre 2023, au cours duquel, d'après le gouvernement vénézuélien, mais je ne pense pas qu'il y ait de contestation sur les chiffres, enfin, à part de la part de l'opposition, qui d'ailleurs était coincée, parce que l'opposition, traditionnellement, elle revendique également le Guyana et Essequibo. C'est une cause nationale. Et comme c'est une cause nationale, lors de ce référendum du 3 décembre 2023,
il y a 10 400 000 Vénézuéliens qui répondent oui aux 5 questions qui leur sont posées. En gros, nous refusons la juridiction de la Cour internationale de la justice et nous appuyons le gouvernement. Le gouvernement va également faire approuver une loi spéciale créant la province, ou plutôt l'État de Guyana Essequibo. Néanmoins, le président Maduro l'a dit, il n'est pas question qu'il y ait une guerre en Amérique du Sud. On n'est pas dans une logique de confrontation. Donc il va y avoir une rencontre grâce à la médiation du président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva. Il va y avoir une rencontre entre le président du Guyana et Maduro à Argiles, qui est l'endroit où il y a l'aéroport au Guyana, le 14 décembre 2023. Et malgré cette rencontre où on tente d'apaiser les choses, 10 jours après, vous avez un navire britannique qui vient de manière très provocante patrouiller dans la zone en provoquant le Venezuela. Et puis vous allez avoir, et je termine parce que c'est la logique classique, une pluie de fonctionnaires et de responsables militaires des États-Unis qui en ce moment sont au Guyana. D'après le gouvernement bolivarien, il y a des bases qui sont en train d'être installées au Guyana. Ça me paraît tout à fait possible et tout à fait probable. Je n'ai pas confirmation, mais ça me paraît pas délirant. Vous avez, il y a quelques jours, à l'instigation de Londres, le Commonwealth qui demande à tous ces États, donc toutes les anciennes colonies britanniques, d'appuyer le Guyana dans sa lutte contre le Venezuela. Et donc voilà la situation à l'heure où nous parlons. Et le thème du Guyana, soyez-en certains, sera à nouveau à l'ordre du jour dans les jours, les semaines ou les mois qui viennent. Voilà, merci de votre attention.